HDR. Ceci est une émission de radio. Nous interrompons notre émission pour un message urgent. Je le répète, ceci est une émission de radio. 99.1. I feel a vibration. Bonjour monsieur. Mieux précisé déjà. I feel it. Tout de suite monsieur. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le 99.1 Radio HDR, vous le connaissez. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur, j'ai envie de dire le plaisir, de recevoir une écrivaine qui a écrit le livre « L'histoire d'une famille algérienne », Zouliha Abba. Bonjour madame. Bonjour, merci de m'inviter. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, moi j'ai eu la chance de connaître celui-ci. L'image de couverture est assez belle. On se retrouve dans Alger la Blanche, une grand-mère accompagnée d'une petite fille. Oui, c'est moi. C'est moi avec ma grand-mère algéroise. Pourquoi avoir voulu écrire ce livre avant que nous rentrions bien sûr dans plus de détails ? Bien, le but premier, c'était pour transmettre en fait à mes proches une histoire, mon histoire, ma vie en Algérie. Et, au fil de mon écriture, j'ai pensé que c'était très important en fait de raconter notre vie en Algérie, à l'époque des Pieds Noirs bien sûr, et de l'Algérie française. Et ça m'est en fait apparu comme étant une priorité pour expliquer en fait la raison de ma présence à Paris en fait. Voilà, je ne pouvais pas répondre à une question plutôt qui me disait pourquoi êtes-vous arrivé à Paris par une seule réponse. Donc écrire un livre, c'est faire un cheminement intérieur et puis en même temps expliquer ce qui a fait que j'ai quitté l'Algérie pour la France. En quittant l'Algérie pour la France, moi je vais essayer de schématiser un peu le livre qu'on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on commence par la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec votre père qui revient après 4 ans, oui. d'une guerre meurtrière et déchirante, parce qu'elle a été mondiale, elle a touché plusieurs pays et plusieurs nations. J'ai découvert aussi au tout début du livre une petite fille touchante au sens où un lien fusionnel avec sa grand-mère, Mani. C'est un mot que je connais assez bien. Justement, cet amour entre une petite fille et sa grand-mère, cette relation fusionnelle qui a été dans la Casbah, dans les rues d'Alger, où on sent que protéger sa grand-mère, protéger sa famille est une notion importante dans une culture de famille algéroise. Oui, en fait, moi, étant petite fille, j'étais assez timide, assez introvertie. Et ma grand-mère faisait partie du FLN. C'est une femme qui a été très active à la Casbah, mais je ne le savais pas à l'époque, bien sûr. Donc, elle m'amenait partout, elle me faisait connaître la Casbah, les environs, pratiquement tout Alger. Et je la suivais et je l'admirais. J'admirais sa force, j'admirais son courage. Et ça m'a beaucoup marquée étant enfant. Parce qu'elle représentait en fait la force de la femme, ce que je voulais vraiment devenir. Et elle a été un exemple pour moi. Alors que votre grand-mère, en plus, elle a eu une souffrance. La perte d'un enfant, la perte de la vue aussi. Donc c'était des moments forts. Et puis vous, comme vous le disiez, dans le livre, on voit le récit d'une petite fille timide dans les années 50, qui s'installe petit à petit dans le temps, qui grandit avec le portrait de sa tante qu'on renvoie sur elle constamment. C'est des notions où la famille... En fait, on rentre dans l'intime. Oui, la famille joue un rôle très important en Algérie. Et moi, je représentais en fait le modèle parfait d'une Algéroise, timide, polie, bien élevée. J'étais en fait... pareil à l'école d'ailleurs. Mais au fond de moi, c'était tout l'inverse. J'étais révoltée et contre la société telle que je la voyais en fait. Et pour moi, dès l'enfance, mon objectif en fait, c'était de lutter contre ça, de ne pas accepter que l'on m'impose en fait des traditions, des coutumes. Je voulais cheminer par moi-même. Et j'ai eu quand même du temps en fait à y arriver. Et c'est ce que je raconte dans mon livre, ce cheminement, ce parcours, cette révolte en fait intérieure qui vous pousse un peu comme un moteur. C'est
C'est un peu malgré moi, en fait. Hein. Et j'étais convaincue que j'allais partir, depuis toujours. C'est difficile à expliquer, mais c'est quelque chose qui est en soi. Le passage sur l'école, parce qu'on parle de l'enfance, donc on va essayer de donner des éléments à nos auditeurs. Le passage sur l'école coranique est très intéressant. Se rendre compte qu'en vérité, ce qu'une école coranique a fait subir à des enfants, on peut le retrouver aussi dans des écoles classiques en métropole, comme on disait à l'époque, comme Betaram ou autre. Oui, moi j'étais à l'école catholique, une école privée. À l'époque, c'était les sœurs à cornette de l'ordre de Saint-Vincent de Paul, dans mon quartier français où je vivais avec mes parents. Et le jeudi, on allait étudier l'arabe à la Casbah en cachette, parce qu'il n'y avait pas d'école arabe à Alger à mon époque. Et on était frappés, je dirais, hein, quand on se trempait dans les récits ou qu'on faisait une petite erreur, et ben on était frappé sur les 5 doigts de la main avec une baguette d'olivier. Ça faisait un mal de chien. Et ça m'a un peu éloignée de cet enseignement, je dirais. Surtout quand aussi il y a un passage du livre que vous décrivez, le professeur, la personne qui enseigne, met une petite fille à côté d'elle, lui touche des parties intimes, enfin on sent aussi une pression morale. Oui, c'est vrai. Et grâce à Dieu, en Algérie, Alger, je pense dans toutes les villes algériennes, on nous apprend en fait à ne pas accepter ça, ne pas se laisser toucher, ne pas laisser quelqu'un nous agresser physiquement. Et donc ça a toujours fait partie de notre éducation des filles. Garçons, je suppose aussi, mais c'était plus les filles. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Grâce à Dieu, j'ai réussi à en parler, j'ai réussi à ne plus aller dans cette école. Et continuons un peu dans cette période des années 50. Au moment de 1954, comment une petite fille de cette époque-là prend les événements, parce qu'à l'époque on appelait ça des événements, d'un début de révolution. En fait, on n'était pas vraiment conscient de ce qui se passait dans tout le pays. Parce qu'à Alger, ça a commencé plutôt pendant la bataille d'Alger, les années 60. Il faut se remettre dans le contexte, donc il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de... Et même les infos étaient réservées aux adultes. Et donc pour moi, ça, c'était pas concret. J'ai mis quand même du temps à réaliser ça. Le jour où à Alger, il y a eu donc ces quartiers, il y avait des tirs de mortier en fait, des tirs de mortier des quartiers arabes vers les quartiers français et vice-versa. Et là, on a commencé vraiment à comprendre qu'il y avait vraiment un problème. Bon, je parle des enfants, bien sûr. Et justement, dans le récit du livre, on voit aussi que votre grand-mère vous emmène partout avec elle. Elle s'appuie sur vous quand il y a de la foule, quand il y a du monde. On est pris en fait. Et moi, pour être la nouvelle génération aussi d'une famille algérienne, on se laisse porter. En fait, notre imaginaire, notre histoire familiale se laisse porter par votre récit. Ouais, ce qu'on doit dire sur les grands-mères en fait algériennes, c'est qu'elles sont les mémoires en fait de toute leur famille, de leur mère, de leur grand-mère. Et ce qu'elles nous apportent, ça n'a pas de prix, en fait. Et elles connaissaient tout de tête, en fait. Elles pouvaient vous raconter des histoires avec des détails incroyables. Elles connaissaient énormément de choses sans avoir jamais été à l'école. Cette transmission orale, qui est très importante dans le monde arabe ou en Algérie, longtemps, je l'ai un peu dénigré en pensant que c'était peut-être des fables où elles n'avaient peut-être pas... elles inventaient. Eh ben non, plus je grandissais, plus je pouvais en fait découvrir à travers les livres que ce qu'elles disaient était vraiment une réalité. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je commençais à accorder de l'importance à la tradition orale. Ça, à cette époque-là, on imaginait comme quoi que les femmes ne participaient pas à la révolution, à l'indépendance, ou comme en métropole on pouvait appeler à la guerre, et encore la guerre, le nom de guerre d'Algérie est venu bien plus tard, mais du moins aux événements, on n'imaginait pas que c'était les femmes, on pensait que c'était l'effet Laga, donc les hommes dans les montagnes. Je crois que sans les femmes, ils n'auraient rien pu faire. Préparer la nourriture, elles soignaient les malades, elles transportaient des messages, elles
Elle cachait des gens, ma grand-mère cachait des moudjahidettes chez elle à la Casbah. Elle les faisait fuir, elle faisait face en fait aux militaires, elle n'avait pas peur. C'était une maîtresse femme dans tous les... Et pas qu'elle, il y en avait énormément des femmes comme ça, très fortes. Et qui faisaient ça instinctivement. Vous savez, elles sont très protectrices et très fortes en fait. En Algérie, je pense que c'est dû en fait à la colonisation, où pendant des décennies, les femmes ont lutté pour se protéger contre les envahisseurs, pour protéger leurs enfants, protéger leurs biens. Elles ont été le socle en fait qui a fait en fait l'Algérie. Parlons maintenant un peu de votre père, si je puis dire, où lui aussi avait un rôle important dans votre vie. Oui, mon père était il a été en pension à l'âge de 10 ans à l'école du Jardin d'Essai à Alger. C'était une école qui était fréquentée que par les Français. Mais il était très doué. Et je raconte sa vie dans le tome 2 de ma saga. Quand il y a eu la guerre, donc il est parti, il a été mobilisé pendant 4 ans dans le 5e régiment d'Espailly. Et quand il est revenu, il a été démobilisé. Ma mère nous raconte qu'il était resté prostré pendant très longtemps. Il n'a jamais raconté ce qui s'était passé pendant cette guerre. C'était un taiseux en fait. Il a gardé toujours ça pour lui. Mais quand ses amis de l'armée lui ont proposé un poste de commissaire à Alger, il a refusé. Il a refusé parce qu'il savait que les événements algériens allaient exploser et il ne voulait pas faire face à ses frères à cause en fait de, je dirais, la trahison entre guillemets de la France qui avait promis aux Algériens qu'ils auraient leur liberté. Il ne faut pas oublier que nous étions indigènes, nous n'étions pas français. Donc il a, malgré qu'il était ingénieur, des petits boulots, il a travaillé. À l'époque, on était journalier à Alger. On allait au port, on déchargeait des sacs, on avait le salaire journalier, puis on rentrait. Et c'est là qu'il a adhéré au FLN. Front de Libération Voilà, Nationale. donc il a refusé d'aller prendre les armes et d'aller au maquis, parce que je pense qu'il avait déjà donné pendant 4 ans de sa vie à l'armée, mais il a travaillé à Alger avec le FLN. Ouais. C'est surtout que quand on se replonge dans le récit de l'histoire d'une famille algérienne, on se rend compte que l'Algérie, par rapport à d'autres pays qui ont été colonisés par la France, c'était aussi un département. Je crois même que dans l'histoire française, en dehors des territoires dits mais d'outre-mer, c'est le seul pays qui a été considéré comme un département français. Ouais. C'était nos ancêtres, les Gaulois. Moi, je me souviens, on chantait la Marseillaise, on la connaissait par cœur. On chantait les chants religieux, parce que j'étais à l'école catholique. Et on faisait partie des scouts, donc je faisais du scoutisme. Je veux dire, on allait en colonie de vacances en France, j'étais gamine, dans le sud de la France. On allait en avion en France. Je veux dire, moi j'étais, comme disait mon père, une privilégiée à Alger. Je pense que ce n'était pas le cas de tous les Algériens qui vivaient dans les territoires reculés. Ça, moi, je l'ai su, j'ai appris en fait comment vivaient ces autres Algériens à l'indépendance, le jour de l'indépendance. J'ai aimé ce passage du jour de l'indépendance, parce qu'en fait, vous l'avez raconté de façon, en fermant les yeux, on s'y voyait. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, en fait, je crois que l'Algérie a eu un destin exceptionnel. Un destin rare pour un pays, je trouve. Et du jour au lendemain, on se retrouve indépendant. C'était une surprise pour beaucoup. Parce que c'était quand même la France. Comment la France est partie comme ça du jour au lendemain ? C'était un peu comme un miracle. Et là, nous, les Algérois, on vivait à l'européenne, il faut le dire. Et on a vu débarquer de toutes les régions d'Algérie, tous ceux qui ont pu se déplacer,
arrivés en haillons, mais malgré ça, ils avaient amené avec eux ce qu'ils avaient de plus précieux, soit un mouton, soit un âne, soit une chèvre, et ils leur avaient mis des drapeaux, ils avaient peint les cornes des animaux en vert, blanc, c'était très émouvant. Ils pleuraient. Je me souviens, on avait ma grand-mère qui était donc dans le FLN, je le répète, nous avait prévenu qu'il fallait nourrir ces gens-là. Donc tous les gens les nourrissaient, les Algérois. Donc on avait acheté des bananes, parce qu'il y en avait à l'époque. Ça arrivait par bateau, et c'était des régimes. On n'achetait pas des kilos de bananes, on achetait des régimes de bananes. Et on leur donnait, ils ne savaient pas qu'il fallait éplucher une banane pour la manger. Et ça nous a énormément émus. Ils savaient pas, ils n'avaient jamais vu une lampe électrique. Ils ne savaient pas comment éteindre cette lumière, vous voyez. Donc, c'était émouvant. On pleurait, c'est vrai. On peut le dire à nos auditeurs, les villes développées à l'époque, c'était Alger, Oran, Constantine, mais sinon, le reste de l'Algérie, en soi... C'était la campagne encore plus profonde qu'en France. C'est-à-dire que c'était vraiment des territoires très reculés. Sachant qu'en plus de ça, pendant l'indépendance, il y a eu de nombreux villages qui ont été décimés. Ouais. Vous savez, par exemple, je sais pas comment étaient certaines villes à l'époque, parce que j'étais quand même jeune, et puis il n'y avait pas de communication, en fait, à ce propos. On n'avait pas Google Maps pour regarder Exactement. les villes aux alentours de nous. Et des fois, on avait des gens qui venaient faire des formations du Sud. Beaucoup du Sud, les gens du Sud ont toujours été très... Ils aimaient s'instruire, en fait, les gens du Sud. Et ces gens-là, ils nous parlaient, ils nous disaient, nous, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Mais bon... sans plus, quoi. Donc, ils venaient faire leurs courses aussi, à Alger, il y avait tout. Et quand on a découvert, en fait, ce qu'étaient vraiment les Algériens, ceux qui sont venus, en fait, surtout ceux qui sont venus de Kabylie. C'était la région la plus proche d'Algérie. C'était une horreur, quand même. Une horreur de les voir, de voir leur misère. Et on les a hébergés, on les a nourris. Et on était vraiment... Je crois que j'oublierai jamais cette fraternité. C'était quelque chose d'unique. On était tous des frères et sœurs. On n'a pas dormi, je crois, pendant 3 jours et 3 nuits. Nos parents ne nous recherchaient même plus, alors qu'on n'avait pas le droit de sortir le soir. Et ça a été comme ça pour tout le monde. Une liesse populaire. Oui, voilà. Mais... une forme de libération du peuple. Un peu parce que ce que la métropole a vécu en 1945. C'est-à-dire une libération d'une emprise installée depuis des années, une pression en fait, qui redescendait. Parce que il y a une déchirure des deux côtés. Ce qu'il y avait de beau à Alger, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes à Alger. Et bon, il y avait des parcs, des jardins publics où il y avait des kiosques à musique. Et il y avait des orchestres partout. Et on voyait les gens qui venaient pour la première fois, qui voyaient les Algériens jouer de la musique et tout. Ils étaient émerveillés de voir ça. Et après l'indépendance, comment c'est passé avant que bien sûr, on va parler de votre arrivée à Paris, mais justement les années 60 où vous êtes arrivée adolescente, voire jeune adulte. Raconte-nous un peu cette épopée que on ne connaît pas trop parce qu'on se souvient un peu de 62. Et après, la mémoire collective va tomber directement sur les années de la décennie noire. Mais l'entre-deux, on n'en parle pas tant que ça. J'ai un libraire qui m'a fait la même réflexion que vous et qui a présenté justement mon livre à un concours parce qu'il m'a dit on ne connaissait pas cette période parce que l'Algérie, quand même, avec Boumedienne, il a en fait fermé les frontières et ça a duré presque 20 ans. Mais pour les Algérois, ce qui nous a choqués, parce qu'il y avait Ben Bella avant. Coup d'État militaire de Boumedienne. Quand il y a eu ce coup d'État, il y a eu des chars. Boumedienne a mis des chars à Alger. Et bon, il y avait beaucoup d'étudiants algérois qui étaient quand même très francophones, qui ont milité, enfin qui ont manifesté plutôt.
c'est les premiers chocs, en fait, pour cette génération d'Algérois. Et donc, ça a été réprimé par la force. Il y a eu beaucoup de morts, presque tous. La majorité il y a eu beaucoup de morts. Et ça, là a commencé un traumatisme, en fait, pour les Algérois. Et surtout ceux qui étaient francophones. Bon, après, il y a eu donc, le départ des Français dans les administrations, dans les postes, partout, en fait. Et surtout dans les administrations. Et là, il y a eu appel aux Algériens qui étaient francophones, qui pouvaient prendre la relève. Donc là, je le raconte dans mon livre, comment ça s'est fait. Et en même temps, cette façon de nous traiter comme des ennemis, parce qu'il y a eu des étudiants qui ont manifesté. Mais c'était bon enfant, en fait. Parce qu'on aimait bien Ben Bella, il était souriant, c'était un homme avenant. Et comme tous les gens de l'Ouest, c'était des gens sympathiques, les gens de l'Ouest. Alors que Boumedienne, lui, était beaucoup plus conservateur, beaucoup plus surtout, basé sur la religion, beaucoup plus aussi voulant réinstaurer une histoire algéro-algérienne. C'est-à-dire qu'il a fait ses études à Jama'a Zetouna à Tunis. Il était arabisant et c'est surtout son physique qui était trop sérieux et c'était un homme qui avait une très très forte personnalité. Colonel. Ah oui, une très forte personnalité. Ceux qui l'ont connu ne pouvaient pas soutenir son regard, pour vous dire la force qu'il avait. En fait, quelque part, c'était une bonne chose qu'il soit venu, parce que c'est lui qui a construit les bases de l'Algérie, grâce à sa force, grâce à sa détermination. Ça s'est fait dans la douleur. Pendant 20 ans, ça s'est fait dans la douleur. Parce que ceux qui en ont subi les conséquences, c'est le peuple, c'est les petites gens qui ont eu beaucoup de mal parce que tout était bloqué et c'était une période où il n'y avait pas grand-chose. On dit souvent que l'Algérie, même encore au jour d'aujourd'hui, on lui reproche d'être un État militaire et non pas démocratique. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux parce que l'armée algérienne, elle est adorée par le peuple algérien. Toute l'armée. Et il n'y a pas un seul Algérien qui n'ait pas un oncle, un cousin, un voisin dans l'armée. C'est l'Algérie, l'armée. Et je crois que tous les Algériens sont fiers de leur armée, parce qu'en fait, l'armée, elle s'occupe que de défendre l'Algérie. Jamais ils n'ont abusé de leur autorité sur les Algériens. Moi, je parle en tant que peuple. Non, mais comprenez ma question, parce que moi, entre guillemets, je sais des choses, mais je veux dire que pour nos auditeurs, l'image en fait que l'Algérie des fois renvoie, c'est que c'est l'armée qui décide. Ce n'est pas, on va dire, le pouvoir politique. Oui. Comme on dit, on va prendre l'exemple très connu en France, le général de Gaulle. Certains récits disent comme quoi que quand on lui a opposé les pouvoirs entre l'armée et le pouvoir politique, le général de Gaulle a répondu par le pouvoir politique ordonne à l'armée. Alors que là, souvent, il y en a qui jugent comme quoi que c'est le pouvoir militaire qui ordonne au pouvoir politique. Moi, je pense, d'après mon ressenti et celui de ma famille, c'est qu'en fait, l'Algérie, elle a été en révolte depuis l'émir Abdelkader. Donc, ils ont construit en fait une mémoire militaire, une mémoire de protection. Et ça se ressent aujourd'hui encore, même dans les banlieues françaises, cet instinct de rébellion et de protection. Et l'Algérie est en train de se construire. C'est un pays qui se construit. Donc il a besoin d'une armée forte pour se protéger et contre ses voisins et contre ceux qui pourraient l'envahir ou le coloniser. On voit bien que l'Algérie est toujours sur ses gardes. Elle commence petit à petit à s'ouvrir aujourd'hui, mais à petits pas. Je pense qu'ils ont été, comme on dit, chat échaudé, craint l'eau froide. Et donc l'armée est un pilier nécessaire pour les Algériens. Il y aura sûrement une démocratie dans le futur, mais pour l'instant, elle est nécessaire pour tenir un pays qui est quand même 4 fois plus grand que la France. Il ne faut pas oublier le territoire, avec les différentes régions et leur culture, ces frontières qui sont quand même très importantes.
C'est voilà, qu'il faut quand même protéger un pays, protéger une culture, protéger un territoire. Donc ils mettent le paquet sur l'armée parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et on le voit bien à travers le monde. Regardez ce qui se passe dans le monde. Si on n'est pas prêt à défendre son pays, ben on se fait envahir ou coloniser une seconde fois. Donc C'est voilà, ma exactement réponse, c'est ça. C'est des fois aussi, justement, vous le dites aussi à travers vos mots et puis à travers l'histoire du livre aussi. C'est aussi le récit d'un peuple, génération après génération, qui a connu aussi la misère, une forme d'esclavage où on le considérait même pas comme citoyens pleins et entiers, on les considérait comme des indigènes. Oui, Comme des indigènes. Et même en libérant la métropole, ils étaient encore considérés comme des indigènes. Ouais. Au moment des événements de Sétif en 44-45, le général Duval avait écrit « Je vous ai donné la paix pour 10 ans en Algérie », dans un rapport. Si sur les 10 ans, il y a un qui change, ça recommencera et ça sera pire. Et effectivement, je crois qu'il s'était trompé d'1 année. oui, je pense que dans la mémoire collective, moi je tiens ça de la famille de mon père, donc Sidi Belabès, et ils nous ont dit que leurs parents, leurs grands-parents, moi dans la famille de mon père, ils ont combattu avec l'émir Abdelkader, les Ouled Brahim, et c'était des guerriers, hein, c'était une tribu guerrière, hein, c'était pas des agriculteurs. Hein. La France en a fait des agriculteurs, mais à l'origine, ils étaient guerriers, à cheval avec leur... Et c'est pour ça qu'on voit les fantasias en Algérie. J'ouvre une parenthèse. Les fantasias, c'est on mime la guerre, en fait. Hein, c'est ça. Et donc, c'est resté dans les mémoires. La France est là, mais un jour, elle va s'en aller. Voilà. Ça a toujours été ça. Cette patience, cette endurance. Et dans la famille de mon père, je sais que mon grand-père, qui était... Lui, parlait qu'espagnol, parce que cette région-là a été envahie par l'Espagne, a dit à son fils, toi, tu vas être éduqué en français. Parce que c'est grâce à ton instruction, ton éducation, qu'on pourra lutter contre la France. C'est en la connaissant mieux qu'on pourra lutter contre la France. Et c'est ma grand-mère qui m'a raconté ça. Parce que mon grand-père, j'ai pas eu la chance, mon grand-père paternel, j'ai pas eu la chance de le connaître. Et donc, c'est quelque chose qui était transmis de père en fils, de père en fils. Donc mon père, il avait une lourde charge, hein. Parce qu'à l'époque, on instruisait que les garçons. Les filles, elles n'étaient pas instruites à l'époque. Donc les garçons, c'était leur rôle, en fait, de défendre l'Algérie. C'est pour ça, quand j'ai lu les passages sur votre grand-mère, j'ai été, comment dirais-je, pris au cœur, parce que on s'imagine... ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, faisant ce genre de choses aussi, participant à la révolution algérienne, et me dire, voilà, il n'y a pas que des hommes qui ont participé à cette révolution. Il y a énormément de femmes. Elles sont pour la plupart méconnues, mais maintenant, on commence un peu à ressortir leurs portraits, on peut le voir, les Algériens s'en occupent, il y a beaucoup de travail de mémoire qui est en train de se faire dans tous les domaines, au niveau culturel, au niveau... je dirais patrimoine artisanal, tout ça est en train de renaître grâce à cette nouvelle génération qui est fière en fait de ses parents, de ses grands-parents et qui fait renaître cela. Je parle bien sûr de l'Algérie. Hein. En France, il y a des communautés algériennes, mais on ne sait pas très bien comment ils sont organisés. Entre les Chaouis, les Oranais, les Algérois, voilà. les Kabyles. Et c'est plus le cas d'Algérie. Vous savez, à Oran, avant, on ne trouvait pas un Kabyle. Maintenant, si vous allez à Oran, il y a des Kabyles dans le commerce. Hein. Ils tiennent des hammams, ils tiennent des boulangeries, des boucheries. Ils travaillent, ils s'expatrient, ils reviennent en Kabylie, un peu comme les Bretons à Paris. Hein. Voilà, et vice-versa, vous en avez un peu dans toutes les régions. Des Oranais qui sont à Alger, qui vont dans le sud, qui commercent. Il y a en fait une Algérie différente aujourd'hui. Parce que l'infrastructure aussi a permis de faire ça. Je sais qu'une autoroute entre Alger et Oran a été construite il y a quelques années qui ont pu justement accélérer les échanges. Ouais. Les échanges. Le train a été modernisé.
Des vols intérieurs sur le territoire ont été faits aussi. Donc tout ça aussi a aidé justement à que finalement les régions se rapprochent aussi. Exactement, et surtout, en ce moment, c'est beaucoup la région du Sud, les Touaregs, et ce sont des gens fabuleux. Hein. Idem pour Gardaïa, qu'on connaissait très peu à l'époque. C'était quand même une ville, je crois que c'est une des seules villes qui a résisté à la colonisation. Et à la fin, ils leur ont foutu la paix. Hein. Gardaïa, ils ont gardé leur tradition, et aujourd'hui, ils sont ouverts. C'est-à-dire, vous allez à Gardaïa, vous apprenez des choses que vous ignoriez de leur culture. Et ça, c'est magnifique. Hein, parce qu'ils sont très cultivés et ils reçoivent très bien les touristes à Gardaïa. Votre arrivée dans les années 70 à Paris, comment vous l'avez senti, vous l'avez vécu? En fait, j'ai pas été trop dépaysée parce que bon, on connaissait déjà Paris à travers les récits des Pieds Noirs où j'y allais quand j'étais gamine, on allait en colonie de vacances. Mais j'ai quand même remarqué une grande différence entre les Français de la métropole et ceux de l'Algérie. Ça n'a rien à voir. Et je n'ai pas ressenti le racisme en Algérie. En revanche, je l'ai un peu, pas beaucoup, mais un peu vécu en France. Mais après, bon, j'ai su comment il fallait faire pour ne pas le subir. C'est-à-dire que j'ai jamais accepté d'aller dans un ghetto algérien. C'est ça aussi, parce qu'il faut l'expliquer, c'est que les gens de ma génération et en dessous, on n'a pas connu ça, nous. On n'a pas connu cette période où les Algériens étaient parqués dans des ghettos. Oui, surtout à Nanterre. Hein. J'avais visité Nanterre parce que je savais qu'il y avait il était encore le ghetto là-bas dans les années 70. C'était la fin, mais il faut voir Nanterre, hein, comment c'était avant. Aujourd'hui, c'est super. Bon, tout a été rénové et c'est très beau. Mais autrefois, c'était comme un Barbès, comme certains quartiers comme ça. Bon, il y a encore des quartiers qui sont horribles, hein, comme à Montfermeil. Mais c'est rigolo parce que Victor Hugo déjà parlait, vous savez, il s'est inspiré des Français qui vivaient à Montfermeil à l'époque pour écrire Les Misérables. Hein. Donc il y a eu des Français aussi à l'époque qui vivaient comme les Algériens, qui ont vécu à Montfermeil au début. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est. Au début, c'était vraiment Les Misérables. Hein. C'est souvent la problématique, c'est qu'on passe d'une période à une autre. C'est pour ça que votre livre est intéressant, parce qu'on tombe aussi dans les années 60-70, en fait. Comme je vous l'ai dit précédemment, on pense souvent à 54, 62. Et après, quand on parle d'Algérie, on pense aux années fin 89, début des années 90, où la révolution, c'est même pas la révolution, c'est la barbarie s'installant en Algérie. Des professeurs, des écrivains, des chanteurs, Laïhem Chebhasni, comme on dit, parce que lui aussi, il est mort sur les coups des terroristes de là-bas. Donc, ces cultures-là nous aident, nous, nouvelle génération, et je parle à mon niveau, voilà, de se dire, effectivement, il est important que des personnes comme vous nous racontent notre histoire. Oui, moi je pense que le travail de mémoire est très important. Il y a tous les niveaux, c'est-à-dire que chaque Algérien peut raconter son histoire dans sa région, ce qui a pu lui arriver. Un Algérien d'Alger ou de Sétif ou de Batna n'aura pas vécu, n'aura pas le même parcours en fait, hein, parce que les villes étaient cloisonnées à l'époque. Il n'y avait pas il y avait que les commerçants qui pouvaient voyager d'une ville à l'autre. Mais bon, moi je l'ai fait parce que mon père avait une voiture déjà, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures à l'époque. Et mon père aimait en fait nous amener, nous faire visiter ces villes, surtout Constantine, la Kabylie, l'Ouest. On a parlé de Blida tout à l'heure, oui, hors micro. Voilà, on allait faire du ski à Sharia, mais on était les seuls Arabes à faire du ski là-bas. Par exemple, les plages, c'était pas la culture des Algériens d'aller dans les plages. On n'allait pas se baigner. Nous, on était seuls sur les plages.
Ça. Non, C'est- si on voit les images de l'époque, on avait l'impression d'être Non, c'est sur des plages de Saint-Tropez. exactement. Et puis il y avait pas d'arabe. C'était pas la culture parce qu'ils étaient dans les terres, dans les fermes et tout ça. Et c'était voilà. Ils vivaient pas en fait. Ils étaient dans leur maison. Voilà. Puis ils connaissaient même pas leur pays. Hein. Vous qui avez la chance d'avoir connu cette période, ne pensez-vous pas que si la France, ou du moins le pouvoir politique, avait accordé les droits pleins et entiers aux citoyens algériens, il n'y aurait peut-être pas eu de révolution? Jamais il y aurait eu, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas apprendre à un être humain liberté, égalité, fraternité pour ensuite le discriminer. Ça, c'est pas possible. Parce qu'un être humain, surtout les Algériens qui ont quand même une civilisation millénaire, faut pas oublier, parce que les Algériens, c'est les Amazirs. Hein. Ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Amazirs. Ils ont conquis l'Espagne pendant 7 siècles. Ils ont une civilisation, ils ont une histoire. Ils ont quand même eu des grandes victoires, des grandes batailles. Donc on ne pouvait pas les réduire au silence. Donc c'était inévitable. Mais on aimait bien les Français. Les Français nous aimaient bien. Ils ont défendu les Algériens. Ils ont été présents. Ils ont compris leur souffrance. Ils ont sauvé beaucoup d'Algériens. J'en parle aussi dans mon livre. Les porteurs de valises, toute cette tradition-là. Oui, voilà. Et donc, après, ça a été le lobby, en fait, des grands colons, comme on disait à l'époque, de l'argent, en fait. C'est ça qui a fait basculer, en fait, dans la terreur, avec l'OS, faut le dire. Et puis le FLN qui a aussi répliqué de son côté, parce que c'était impossible que ça reste à sens unique. D'où le mot de déchirure, en vérité. Exactement. Une rupture. Exactement. Ce que je voulais, en fait, aussi dans mon livre, on connaît la déchirure des Pieds Noirs, la perte de leurs terres, de leurs morts qui étaient enterrés là, depuis plusieurs générations en Algérie. Et ils avaient connu que l'Algérie. C'était vraiment quelque chose d'horrible pour nous, Algériens de l'époque. Mais dans mon livre, je raconte la déchirure algérienne. Et ça, personne n'en parle. On est quand même des êtres humains. On a aimé des gens, on a grandi avec eux. C'était nos voisins. On ne faisait pas un couscous sans partager avec nos voisins. Pour l'Aïd, tous les meubles ou tout le quartier mangeait des gâteaux. Je veux dire, c'était le partage, on avait une vie exceptionnelle. Et rappelons aussi, parce que c'est un sujet aussi de notre époque, qu'en Algérie, il y avait aussi des juifs algériens. Et que juifs, catholiques, chrétiens, musulmans ou athées s'entendaient parfaitement. Enfin, moi, c'est le récit que j'ai de mes grands-parents. Oui, tout à fait. On avait, les juifs, ils étaient médecins, ils étaient instituteurs, ils étaient commerçants aussi. Et ils parlaient arabe comme nous. On n'avait aucune différence. Et jamais j'ai entendu ma mère nous dire lui c'est un juif, lui c'est un français. Non. Elle me disait tiens, amène les gâteaux à madame un tel, amène tiens, on a fait des banqueroutes, amène à monsieur un tel, etc. Et la preuve encore récente que l'Algérie n'a pas de ressenti entre guillemets envers la communauté juive, c'est qu'elle a accueilli Roger Alain sur ses terres. Oui, moi je prendrais un exemple d'une amie Pieds Noirs que j'ai connue en France, qui était juive de Tiaret. Et c'est elle qui m'a raconté ça, puis à son âme, elle est décédée aujourd'hui. C'est pour ça que je me permets de raconter cette histoire. Son père était de Tiaret, donc, et quand il est parti, il a vendu son bien à un Algérien. Et l'Algérien lui a dit, moi j'ai pas assez d'argent, je t'enverrai tous les mois de l'argent. Et c'est ce qu'il a fait. Tous les ans, dès qu'il avait fait un bon chiffre d'affaires, il payait son bien. Et plus tard, cet homme-là, il s'est marié à une personne très riche en France. Et il a voulu retourner en Algérie. Et ce commerçant à qui il avait vendu son bien était devenu préfet de Tiaret. Et il lui a dit, tu viens, t'es le bienvenu, tu viens, t'amènes tous les juifs que
du pays d'avant, tu les amènes, je viendrai avec un bus te récupérer à Oran. C'est ce qu'il a fait. Ils sont revenus à Oran, pardon. Il les a amenés, il leur a fait visiter les tombes de leurs ancêtres, ils ont revu leur quartier, ils pleuraient, s'embrassaient. C'était plus que de l'émotion. Et ça, c'est un exemple, et c'était des juifs, que des juifs. Hein. Et ça, c'est un exemple que quand on est humain, il n'y a pas là de religion. La religion n'existe plus. C'est l'humanité qui compte, en fait. La fraternité. La fraternité. Après, pourquoi s'occuper de la religion des uns et des autres, hein? Ce qui compte, c'est ce que vous apportez à l'un et à l'autre. C'est cette générosité, c'est cette honnêteté, c'est... voilà, tous les biens des Français n'ont pas été volés. Beaucoup d'Algériens ont acheté ces biens et les ont remboursés petit à petit. J'ai même connu, moi, une histoire dans la ville de ma mère, à Blida, où une imprimerie était tenue par des pieds noirs. Et encore au jour d'aujourd'hui, elle est tenue par la même famille parce que la famille a voulu rester sur le territoire. Oui. On a même connu, c'était souvent dans des reportages au début des années 2000, une dame d'un certain âge qui vivait encore à Oran parce que pour elle, c'était sa ville. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'en ai connu une. À une époque, j'avais fait un tour de tous les pieds noirs qui étaient restés. Et il y avait une dame qui était à Arzeux, elle avait un café. Elle est restée jusqu'à la fin, là-bas. Et elle avait l'habitude d'aller se baigner dans le port. Et elle allait se baigner à 80 ans, était respectée par tout le monde. Elle était protégée. Et personne ne l'a touchée jusqu'à sa mort naturelle. Hein. Le récit du livre n'en parle pas forcément, mais comment vous avez vécu la décennie noire ? Vous qui êtes une femme lettrée, libérée, qui aimait la culture. Ben moi, je l'ai vécu, j'étais en France, hein, donc je suis allée en Algérie au début des années 90. C'était les prémices, en fait. Je l'ai en fait ressenti parce que à ce moment-là, tout le monde s'était barricadé avec des grands portails. Et je me souviens, quand j'étais arrivée dans ma famille, je me souviens des portails. En fait, il y avait 4 ou 5 verrous. On entendait clac, 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 clac. Et le fait de voir tous ces verrous, c'est ça qui m'avait fait peur. Parce que c'était concret. Puis bon, on m'a dit non, il faut se protéger la nuit, on sait jamais. Et je l'ai aussi vécu dans ma chair, parce que dans la famille de mon père, la plupart étaient des magistrats, donc des juges de paix, des avocats, et ils ont été massacrés, hein, parce qu'ils étaient francophones. En fait, on tuait tous les francophones. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on associait aussi, on voulait apporter l'ordre islamiste, et non pas musulman, mais l'ordre islamiste au sens littéral du terme, c'est-à-dire une espèce de pseudo-religion, parce que moi, je n'associe pas ça à l'islam, sur des principes patriarcales, dogmatiques d'un autre temps et d'une autre mœurs, en pensant que c'est la religion sainte, alors que c'est pas du tout ça, parce que c'était une boucherie. Mais c'est grâce à l'armée, en fait. Vous voyez, donc, en fait, l'État algérien, c'est une démocratie. Il n'y a pas de... C'est pas une république islamique, c'est une démocratie, c'est par le peuple et pour le peuple. Voilà, ça, c'est la devise de l'Algérie. Et donc, l'armée, elle était pour le peuple. Et donc, ces islamistes, ils auraient pu vivre leur islam intégriste tranquillement dans leur coin. Voilà, il n'y avait pas de souci. Mais le problème, c'était qu'ils voulaient une république islamique. Et ça n'a pas marché parce que on n'est pas des Arabes, on est des Amazirs. Ça, je le répète. Hein. Et je crois que 95% des Algériens sont Amazirs. Amazirs, berbères. Berbères, voilà. Parce que oui. C'est vrai que le mot Amazir ne sort pas tellement souvent que du coup je précise les deux mots. Oui, berbère, en fait, bon, même si on ne parle pas le kabyle, le berbère, on a dans le sang du sang berbère, quoi. On n'est pas à 100% arabe, donc. Et c'est surtout que, comme vous dites, l'armée, elle a sauvé l'Algérie à cette période-là, sachant qu'il y a quand même eu un président algérien,
Oui, il était président à ce moment-là, qui a été tué par une grenade. Alors que ce président-là était l'un des derniers membres fondateurs du FLN. Au moment c'était... Comment il s'appelle ? Et là, c'est étonnant que ça ne me revienne pas. C'était en 89, vous savez, au moment de... Ouais, non, bien après. C'était pas Boumediene, c'était comment il s'appelle ? Boudiaf. Boudiaf, ouais. Il y a eu un attentat. Allah yarhamou. Ouais. Et c'est là où l'appareil a vraiment commencé à durcir, où l'armée a eu peur du fils, parce que c'était ça à l'époque. Parce que c'est vrai que, bon, on a dit que ça avait été trafiqué, les élections, etc. Mais c'est ce que je dis. En fait, si vous êtes un parti, vous pouvez être un parti sans être un parti religieux. C'est ça. Je trouve que c'est pas honnête de mêler la religion à la politique. Parce que, bon, sachant que beaucoup de gens sont quand même encore illettrés, donc utiliser la religion pour accéder au pouvoir, je trouve pas ça très démocratique. Et pour terminer cet entretien, si un jeune de 15 ans avait besoin justement de découvrir la mémoire de deux pays qui lui tiennent à cœur, franco-algérien, j'ai envie de dire français par la naissance du sol et par le fait que ses parents sont aussi français, mais aussi par ses origines algériennes, que lui diriez-vous ? Ben moi, je lui dirais d'honorer ses ancêtres et de ne jamais oublier la France. Parce que, il faut le dire, la France, c'est quand même une partie importante dans la vie des Algériens. Je parle des Français en général, je ne parle pas de la politique ou d'une certaine frange de la population française qui sont plutôt dans l'extrême. Mais les Français, ils aiment bien les Algériens. Et nous, on leur rend bien aussi. Ça se voit peut-être pas. Mais les Français aiment les Algériens et les Algériens aiment les Français. Vous me faites penser à une anecdote. En cette période de Coupe du Monde, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue personnellement en 2006. J'ai eu la chance d'aller en Algérie, comme beaucoup d'enfants algériens à cette époque-là, pendant 2 mois. On a vécu la Coupe du Monde. Le soir de France-Italie, la finale, il n'y avait 0 Algérien dehors. Et la plupart de mes amis là-bas ne soutenaient pas l'Italie. Ouais. C'est dire si l'attachement... On dit souvent, pour un franco-algérien, l'Algérie est ma mère, ouais. La France est mon père. Ouais. Moi, j'ai rencontré des Français admirables. J'en parle un peu dans mon roman, j'en parle dans le 2e volet de ma saga. J'en parle dans le 3e volet qui est en cours, qui n'est pas encore sorti. Et c'est grâce à eux, en fait, que j'ai pu réussir en France. Hein. Donc, j'ai trouvé des gens admirables, sans acrimonie, des gens ouverts, des gens compréhensifs. Et si vous grattez un peu, je crois que beaucoup de Français ont des origines étrangères. Quand on le voit, par exemple, dans le monde culturel, hein, de la musique, par exemple, les artistes comme Johnny Hallyday, comme Sylvie Vartan, je parle de ceux de ma génération, ils étaient étrangers, ils n'ont jamais renié à leur pays. Hein. Sylvie Vartan a été en Bulgarie, elle aimait son pays, elle aimait la France, maintenant elle est aux États-Unis. Je veux dire, c'est normal qu'un Algérien puisse aimer l'Algérie et la France et peut-être d'autres pays s'il a aussi un ancêtre d'une autre ville ou de notre pays. Donc c'est quelque chose de naturel qu'on veut nous rendre en fait pas normal. Alors qu'on a une histoire liée. On n'a qu'une histoire liée, voilà. Moi, mon seul désir, mon seul objectif, c'est de créer des ponts entre l'Algérie et la France. Je pense que l'avenir d'une grande partie de la jeunesse française pourrait être formidable en Algérie. Il y a tellement de choses à faire en Algérie, je veux dire. Au lieu d'aller se perdre en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, l'Algérie, c'est l'avenir. Hein. Ah oui, surtout qu'il y a des régions en Algérie qui sont magnifiques. On n'aurait pas l'impression d'être sur ce territoire tellement qu'on penserait qu'on est justement en Amérique du Sud avec un côté exotique. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir... nous a fait l'honneur et le plaisir de participer à cette interview. J'espère que, chers auditeurs, ça vous plaira. N'hésitez pas à aller acheter l'histoire d'une famille algérienne, écrite par
par Madame Zulekha Abba et bien les éditions Chouka qui ont réédité le livre. Donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner. Il y a plein de récits, il y a plein de beaux livres à lire. Et puis retrouvez cette interview sur YouTube et Spotify. Et pour nous quitter, je vous ai proposé une petite chanson. Elle n'est pas française, mais elle raconte l'histoire d'un certain pays, Bledi de Cheb Mami. À très bientôt sur les ondes du 99.1. بلادي هي الجزائر وعليها وراني حواير وبغيت الروح لها صاير هو الفك كيف سهل وفراقك انا قدرت عنه هو الفك كيف سهل وفراقك انا قدرت عنه والله ما نسيت عني بالغاليه سنطينوك وسطي في العالية باليدينا لها في قلبي قادية هو الفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه هو الفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه هو الفك كيف سهل وفراقك انا قدرت عنه بلادي هي الجزائر وعليها وراني حواير هو بغيت لك صاير هو الفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه هو بغيت الروح لها صاير هو الفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه هو بغيت الروح لها صاير هو الفك كيف سهل وفراقك انا قدرت عنه